l'économie d'aujourd'hui, c'est le chill de demain, ou l'économie d'aujourd'hui, c'est le terrain que vous souhaitez avoir demain. L'économie d'aujourd'hui, c'est aussi la maison que vous souhaitez avoir. Le but, en fait, c'est que tout ce qu'on veut réaliser dans notre vie, partir à Sydney. Là, cette année, par exemple, il y a des gens qui commencent à parler de la CAN. Il y a la scolarité, la prochaine rentrée scolaire. En fait, tout ce qu'on a comme objectif dans notre vie vient avant tout de l'épargne qu'on va réussir, des économies qu'on va réussir à avoir. Bonjour, bienvenue dans Prince Talk, votre podcast d'inspiration. Je suis Prince Atobla et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Colombe Yao-Djiribo, qui est cofondatrice de l'entreprise SmartFin Patrimoine. Ensemble, nous allons explorer son parcours, ses succès, ses défis. Prenez plaisir à nous écouter, ne décrochez pas, restez avec nous. Le meilleur est pour la suite. Bonjour Colombe. Bonjour Prince. C'est un réel plaisir en fait pour moi de te recevoir pour ce podcast. Plaisir partagé. C'est un honneur pour moi aussi d'être invité sur ton podcast. Merci, merci. Pour la petite histoire, tu es la première personne que j'invite. Et tu sais, je me suis posé énormément de questions. Je me suis demandé qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière le fait que ce soit Colombe qui passe en premier. Ah ouais. Parce qu'on a pratiquement plus d'une cinquantaine d'invités sur la liste. D'accord. Et c'est Colombe qui passe en première position. Je suis surprise. Je suis agréablement surprise, on va dire. C'est un honneur pour moi. Mais maintenant, je me pose la question, pourquoi Colombe? Je pense en fait que c'est pour deux raisons. Ok. La première, le volet finance. Je suis passionné de finance. D'accord. Dans un premier temps. Et puis, le deuxième élément, c'est que je trouve que tu es une personne d'une simplicité absolue. Merci. Tu sais, ça remonte à, je pense, un peu moins d'un an. Je passais dans un mall, je t'ai vu, je t'ai abordé, et puis j'ai vu la simplicité, le sourire avec lequel tu m'as accueilli. Je t'ai même appelé, je pense, à ton petit nom, la tante Annie. Et puis là, tout de suite, ça matchait, ça a accroché. Et puis par la suite, je me suis rendu compte que de façon interposée, on avait des personnes qu'on connaissait en commun. Voilà. Effectivement. Donc, je pense que c'est ça, on dira. Ok. De toute façon, je pense qu'il faut vivre simplement. C'est toujours mieux. Et je pense qu'un élément que je ne dis pas, c'est lié au mantra de ce podcast. Ok. Prince Talk a pour mantra une citation de Kobe Bryant. Je te sais très sportive. Oui. Et Kobe Bryant, il dit « La chose la plus importante dans la vie, c'est d'essayer d'inspirer les autres afin qu'ils réussissent ce qu'ils entreprennent. » C'est une belle pensée. Et moi, je veux vraiment faire de toute ma vie un moyen d'inspirer les autres afin qu'ils réussissent ce qu'ils entreprennent. Et c'est pour ça que Prince Talk existe aujourd'hui. Bon, je te souhaite beaucoup de courage déjà. Merci. Et puis une bonne chance pour Prince Talk. Je pense que tu vas réussir à atteindre ce que tu veux. Merci. Merci. Première question pour toi. Allons-y. Pourquoi la tante Annie? La tante Annie, simplement parce qu'il y a 2-3 ans, je pense, peut-être 3-4 ans même, on était encore, je crois, sur notre ancienne entreprise qui s'appelait jecompare.ci. Je parlais déjà d'éducation financière et tout. Il y a un jour, une personne qui avait mis en commentaire la tante Annie, tu nous fatigues. Et donc, la tante Annie, je me suis dit, bon, sur le coup, c'était un peu rigolo, c'était marrant. À partir de là, en fait, avec mon équipe, on est parti sur le pseudo, la tante Annie, avec tout ce qui est autour, la team Annie, activer son mode Annie et autres. Enfin, on s'est dit, dans notre culture ivoirienne, porter un sobriquet de ce type-là peut directement faire penser à la gestion de l'argent. Donc, ça pouvait nous aider. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous aide bien. Effectivement. Sur le plan marketing. Effectivement. Parce que partout, la tante Annie. Aujourd'hui, si tu tapes sur les réseaux de la tante Annie, ça remonte directement à toi. C'est ça. Bon, en même temps, c'est un travail aussi de plusieurs années, mais bon. Ouais. Je pense qu'on n'a pas encore atteint le but, mais on est sur le bon chemin. Et je compare, qu'est-ce que vous faisiez? Je compare.ci, c'était un comparateur d'un banque qu'on avait à l'époque. Comparateur des banques? Oui, Okay. Un comparateur des services bancaires. OK. Bon, aujourd'hui, on l'a un peu fermé. On l'a un peu endormi, on va dire. OK. Pourquoi pour toi le choix aujourd'hui de la finance? Il y a énormément de métiers
Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé d'embrasser une carrière dans la finance? Une carrière dans la finance, simplement parce que j'aime les maths. De façon, on va dire, sur le plan scolaire, j'étais plus mathématique, scientifique, mais vraiment mathématique, que tout ce qui est littérature. Donc, j'ai fait un parcours, j'ai fait une terminale D ici à Abidjan. Après, j'ai fait finance comptabilité à Pigé. Ok. Quand je suis partie en France, j'ai fait une licence en administration économique et sociale. Et par la suite, au niveau des possibilités que j'avais, il y avait le fait de faire la gestion de patrimoine. Ok. Et je me rappelle en fait que quand je partais faire la gestion de patrimoine, quand j'ai choisi, il y a une personne qui m'avait dit à l'époque, tu sais, ce métier-là, tu ne pourras pas l'exporter chez toi. Ok. Donc réellement, c'était limite, tu fais la gestion de patrimoine, tu restes en France. Bon, de toute façon, j'avais aucun souci avec le fait de rester en France. Donc j'ai fait ma formation, j'ai fait mon master 2. Et puis, en cours de route, j'ai rencontré mon époux. Donc, à l'époque, mon copain à qui j'avais commencé à parler de différents projets sur lesquels on était. Parmi l'un de ces projets-là, il fallait fallait que je réussisse à développer un projet de ce type-là en Côte d'Ivoire parce que ça me tenait à cœur. Donc, parler de gestion de patrimoine, parler de finance, on va dire, c'est mon cœur. J'adore ça, en fait. Aujourd'hui, c'est réellement une passion pour moi. Et puis, pourquoi la finance? La finance, parce que à la base, c'est la gestion de patrimoine que je vais développer ici. Donc, la gestion de patrimoine, ça parle aussi de finance dans le quotidien. Si on veut développer un patrimoine, il faut d'abord être capable de gérer son quotidien avant d'arriver à ce niveau-là. Donc, c'est un ensemble de choses, en fait, on va dire. Oui. Pour ceux qui nous suivent, pour faire simple, c'est quoi la gestion du patrimoine? La gestion du patrimoine, c'est l'ensemble, en fait, c'est le fait de gérer les différents placements, les différents biens, les différents investissements qu'on peut faire. Ok. Donc, que ce soit une entreprise ou un particulier. Que ce soit une entreprise ou un particulier. On a tous un patrimoine, mais il faut faire attention. Il y a le patrimoine personnel, et si c'est une entreprise, il y aura le patrimoine de l'entreprise. Ok. C'est deux choses qui sont distinctes. Ok. Donc, l'individu, normalement, il a un patrimoine personnel qu'il est censé développer tout au long de sa vie pour pouvoir justement permettre soit de faire de la transmission à ses enfants, ou soit simplement préparer sa retraite. Mais malheureusement, ce n'est pas un sujet qui est assez abordé chez nous ici. Un exemple de patrimoine. Juste avoir un terrain. Un terrain, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Un patrimoine. Autre chose? Avoir des placements financiers. Par exemple, des titres. Avoir des titres, acheter un tableau. Ok. Investir dans l'art. Une œuvre d'art, ok. Une œuvre d'art. Avoir une voiture, mais juste que c'est un bien qui va se déprécier. Oui. En fait, tout ce qu'on acquiert, normalement, a de la valeur. Donc, il faut juste savoir dans quoi on met notre argent. Ok. Donc, avoir un immeuble. Avoir une maison, avoir une plantation. Tout ce dans quoi on peut immobiliser son argent. L'épargne aussi. L'épargne, c'est justement les placements financiers. Donc, pour parler simple, c'est juste ton argent que tu mets dans un produit financier, dans une épargne qui va te rapporter des intérêts. Ok. Et pourquoi est-ce que ton interlocuteur t'avait dit que c'était difficile de pouvoir exporter la gestion de patrimoine au niveau de la Côte d'Ivoire? Au niveau de la Côte d'Ivoire. C'était quoi ces arguments? C'était parce que en Afrique, de façon générale, la gestion de patrimoine est destinée aux personnes riches. En France également. Okay. Mais il y a des produits financiers qui sont créés par le gouvernement pour permettre en fait aux personnes qui ont des revenus, on va dire, en France autour de 3 000 déjà, de pouvoir faire de la défiscalisation et autres. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler de défiscalisation parce qu'il n'y a pas le gouvernement n'a rien mis en place pour pouvoir parler de défiscalisation en tant que telle pour la masse. Okay. Donc, venir parler de gestion de patrimoine, en réalité, à des personnes qui ont déjà des difficultés pour pouvoir épargner, c'est compliqué. Quand je revenais aussi en Côte d'Ivoire, on m'avait dit, mais ton affaire de finances personnelles, ça ne va pas marcher. Parce que tu viens parler de budget, ça, c'est pas... L'argent est tabou, en fait. Ouais. Donc, même là encore, même pour des locaux, ça ne passait pas. Mais je suis là et puis je continue de croire que c'est possible pour tout le monde. Et ça se passe bien? Ça commence à aller, on va dire. Ça se passe bien, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Good. Ça me pousse à te poser encore une autre question. OK. Pourquoi, dans ce vaste domaine qu'est la finance, c'est cette spécialisation que tu as choisie? Parce que dans la finance, on entend parler de trading, de gestion des titres. Voilà, il y a le volet bancaire. Pourquoi cette niche? Est-ce que c'est parce que ce n'était pas encore adressé ici localement ou c'est quoi? Il faut savoir en fait que mon master, c'est master gestion du patrimoine et finance des marchés.
Donc, Ok. au tout début, j'avais pour objectif de me dire, mais je voulais bosser à la défense, au niveau de tout ce qui est bourse et tout. Mhm. Et plus j'avançais dans mon parcours, plus je faisais ma formation. Et réellement, et je pense qu'inconsciemment, je m'étais dit, la partie gestion de patrimoine aurait plus d'impact. Et franchement, ce n'est que bien plus tard que je me suis dit, mais finalement, j'ai choisi le bon secteur parce que à ce niveau-là, tu aides des familles, tu aides de nombreuses personnes sans même t'en rendre compte, en fait. Mhm. Et aujourd'hui, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, par rapport à ce que je fais en Côte d'Ivoire, et par rapport au retour d'expérience que j'ai, je me dis, je suis sur le bon chemin. Avant, je n'avais pas justement comme objectif de me dire, je veux impacter. Ok. Et franchement, ça, c'était plus, on va dire, l'objectif peut-être de mon époux qui se disait, je veux faire quelque chose pour... Un peu comme dans toi, ton esprit. Moi, Ok. je n'étais pas du tout comme ça. J'étais juste la jeune dame qui aimait son mari, qui était derrière, qui se disait, avance, je suis derrière toi, je te soutiens. Mhm. Et puis finalement, en cours de route, c'est plus lui qui m'a poussé, en fait, Mhm. vers ce que je suis en train de réaliser, vers ce que je fais de mon quotidien, qui me dit, mais ton domaine, on peut réussir à faire certaines choses. Mhm. Et de plus en plus, je me rends compte que la gestion de patrimoine, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en France, c'était bien, mais en Côte d'Ivoire, c'est encore mieux. Parce que si on réussit à atteindre nos objectifs, il y a énormément de personnes qui vont sortir de la galère. Ouais. Parce qu'on pense que quand on parle de gestion de patrimoine, non, c'est une histoire de riches. Quand on parle de gestion d'argent, non, mais nous, on n'a pas beaucoup d'argent. En temps, on se fait tous plaisir. Mhm. La vie, on ne naît pas riche. Ouais. Il y a des gens On le devient. qui naissent avec la cuillère en or dans la bouche, mais Mhm. nous autres, on essaie à chaque fois, nous, de passer d'une étape à une autre Mhm. avec le peu qu'on a. Ouais. Et c'est juste le mindset qu'il nous faut, en fait, qu'on n'a pas Mhm. forcément parce qu'on n'est pas formé pour. Ouais. Et puis de toutes les manières, on vit Voilà. sur beaucoup d'années. Donc ça veut dire que avec le peu, si on arrive avec le peu, on peut trouver le moyen de faire quelque chose avec le peu. C'est ça, mais ils vont te dire qu'on meurt jeune aussi. Donc, Ah bon, c'est ce qu'ils disent. il y a certains qui me disent ça. Non, mais de toute façon, on va mourir, donc pourquoi Pourquoi gérer son argent? on dirait que ce sont les pessimistes. Bon. Ce que je souhaite aussi, c'est que on va dire, il y aura énormément de personnes qui vont nous suivre. Donc, pour certains termes qui peuvent être très spécifiques. Il faut que je définisse. Voilà. J'utilise des termes Voilà. accessibles à tout le monde. C'est Ok. ça, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la défense. Moi, tout d'un coup, j'ai pensé on va dire au ministère de la Défense, mais j'ai compris que non, c'était sur Paris. sur Paris. Sur Voilà, Paris, à la Défense, il y a énormément d'entreprises et tout. Dans le domaine Dans le domaine financier. de la finance. Mhm. Et voilà. Good. Tout à l'heure, tu as dit en fait que ton époux, il te booste. Et puis ça aussi, on peut le voir hein, sur les réseaux. Est-ce que c'est parce que il est du domaine de la finance, qu'il comprend un peu mieux ce que tu fais, qu'il arrive à te booster, ou ça, quand tu regardes, ça n'a rien à voir? Il est aussi dans le domaine de la finance, mais ça n'a rien à voir. Ok. Je pense qu'il prend plaisir juste à me booster, à me dire qu'il aimerait qu'on puisse évoluer ensemble, qu'on puisse grandir ensemble. En même temps, on est ensemble aussi depuis plus de 10 ans. Donc, limite, on grandit ensemble, en fait. Oui. Mais est-ce que ça aurait été simple pour lui d'avoir des idées en lien avec ton business s'il n'avait pas, en fait, ce background aussi de la finance? Qu'est-ce que tu en penses, en fait? Je pourrais pas répondre à la question parce que je sais pas si j'étais avec une autre personne qui n'avait pas forcément l'esprit de la finance, qui n'avait pas forcément une formation de la finance, si ça aurait changé certaines choses. Il est certes de la finance, mais il n'est pas dans mon métier. Ok. Aussi. Donc, il faut se dire ça. Je pense que de façon générale, c'est plus quelqu'un, je le vois faire aussi avec d'autres personnes. Donc, il a ça dans l'âme, aider d'autres personnes à trouver leur voie et à leur permettre de pouvoir avancer. Je pense que finalement, c'est ça, en fait. Parce que être de la finance ou pas, ça ne change pas grand-chose. Si je parle de mes produits financiers, il ne comprend pas souvent grand-chose. Je suis souvent obligée de lui expliquer comment fonctionnent certains produits que je vais créer, par exemple, ou certaines choses que je vais faire. Mais à la fin de la journée, lui, sa finalité, c'est... Avance, c'est tout. Donc, ce sera peut-être la première personne qui va me taper sur le doigt parce qu'il pense que je suis en train de faire une bourde ou autre chose. Ok, non, je comprends. Dis-moi, comment est-ce que la gestion des finances personnelles peut aider un individu lambda au quotidien? Qu'est-ce que ça va venir changer dans sa manière de faire les choses et tout?
qu'est-ce que ça va changer dans sa manière de faire? Je pense beaucoup de choses. Je pense que ça va déjà l'aider à se concentrer de façon générale dans sa vie. On dit souvent que les Ivoiriens aiment faire la fête, aiment bien vivre. Mais à côté, il y a des personnes qui vont nous dire aussi qu'il n'y a pas d'argent. On est mal payé, les gens sont mal payés. Le SMIC était à 75 000. Certaines personnes même vivent en dessous de 60 000. Mais on voit en fait que tout le monde se fait plaisir. Il n'y a pas un seul quartier d'Abidjan où on va partir. On ne retrouvera pas les gens dans les maquis. On ne retrouve pas les gens dans les maquis. On ne retrouve pas des gens dans les restaurants. Donc, on mange tous. Oui. Mais à côté, c'est vrai que les revenus ne sont pas élevés. Oui. Mais qui nous dit, est-ce qu'on a déjà rencontré quelqu'un qui va nous dire, c'est possible que tu puisses évoluer en fait. Juste si tu apprenais à te concentrer dans ta vie, à trouver le moyen de te donner des objectifs, parce que mine de rien, on vit sans objectif. Il y a des personnes qui vont dire, moi, j'épargne, mais ok, tu épargnes pour... Non, j'épargne. Parce qu'on m'a dit qu'il faut épargner, mais... Tu épargnes pourquoi? Tu épargnes pourquoi? C'est quoi tes objectifs? Combien tu épargnes? Parce que même si combien tu veux atteindre, mais la question c'est pourquoi? C'est quoi le pourquoi de ton jet aujourd'hui, de ton argent, du cash que tu arrives à faire? On n'est pas que consommateur. Il faut aussi penser à demain. Donc, avec Smartfin aujourd'hui, notre objectif, c'est juste de dire aux gens, vous pouvez épargner autrement. Et donc, dans ton concept, il faut définir l'objectif pour lequel on veut épargner. Et cet objectif, ça pourrait être quoi? Est-ce que c'est investir par la suite ou bien avoir une épargne pour gérer peut-être des risques éventuels qu'il pourrait avoir au sein d'une famille et tout? C'est quoi quels sont les différents objectifs qui peuvent être associés, on va dire, à une épargne? Ok. Déjà, il faut savoir en fait que cette année, les gens vont commencer, les personnes qui me suivent ou les personnes qui sont sur notre application vont entendre une phrase. Ce serait, avec Smartfin, l'économie d'aujourd'hui, c'est le chill de demain. Ou l'économie d'aujourd'hui, c'est le terrain que vous souhaitez avoir demain. L'économie d'aujourd'hui, c'est aussi la maison que vous souhaitez avoir. Le but, en fait, c'est que tout ce qu'on veut réaliser dans notre vie, partir à Sydney. Là, cette année, par exemple, il y a des gens qui commencent à parler de la CAN. Au Maroc, oui. Au Maroc. Il y a la scolarité, la prochaine rentrée scolaire. Il y a des personnes qui veulent réaliser, par exemple, des projets pour leurs parents, construire la maison de leurs parents, acheter des biens pour leurs parents, où tu dois scolariser tes petits frères, par exemple. En fait, tout ce qu'on a comme objectif dans notre vie vient avant tout de l'épargne qu'on va réussir, des économies qu'on va réussir à avoir. Mais pour parler d'économie, il faut parler aussi de comment tu gères ton argent dans le quotidien. Ouais. C'est une suite logique, en fait. Et tu sais, j'ai une petite anecdote à te partager. C'est vrai que j'attendais en fait ce jour-là où j'allais pouvoir te le dire. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit sur un podcast. Mais je pense en fin 2023, début 2024, je ne sais plus trop, tu avais fait une publication dans laquelle tu as eu à dire qu'il faut se fixer un objectif de revenus mensuels. Ok. Et puis, je me suis assis là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai que je peux gagner de l'argent chaque mois, mais je n'ai jamais défini quel est le montant que je souhaitais avoir. Okay. Alors que, je dis, pour des questions même de développement personnel, on le dit un peu partout, on le prêche partout en disant, si tu ne te définis pas des objectifs, tu ne pourras pas les atteindre. Mais moi, dans mon cas, d'un point de vue financier, je n'avais jamais défini d'objectif. Et pour te dire, sur le champ, je me suis dit, voilà, je me définis un objectif de revenu mensuel de tel montant. Okay. Et j'ai commencé à superviser, à monitorer, à suivre, pour voir est-ce que chaque mois, je suis en dessous ou au-delà de cet objectif. Et pour te dire, l'année 2024 a été ma meilleure année. Ah ben, bravo. De toutes mes années. Juste parce qu'il y a eu cet objectif qui a été défini. Donc, je me suis dit, le jour où je la rencontre, il faut que je lui dise cela pour qu'elle puisse savoir qu'elle a eu vraiment un impact très, très, très positif sur l'individu que je suis. Ça me fait plaisir de l'entendre. Et puis, bon, j'espère que d'autres personnes sont aussi impactées d'une certaine manière. Ou autre. Ça me fait réellement plaisir. C'est toujours, en fait, aujourd'hui,
recevoir ce genre de retour suite à soit des accompagnements, suite à des publications ou dans d'autres cadres, c'est motivant. Comme je dis, mon objectif à la base n'a jamais été d'impacter d'autres personnes. Ouais. Et au final, je prends plaisir à recevoir des retours. Être entrepreneur en Côte d'Ivoire, bon, en tout cas pour le moment, pour moi, ça ne me paye pas énormément. Mais c'est aussi une gratification qui me booste à me dire, bah, vas-y, continue. Même quand c'est difficile, continue, ça va forcément aller à un moment. C'est la semence. C'est ça. Comme on dit, tu sèmes une graine et puis ça peut prendre énormément de temps avant de produire. Toutes les graines ne sont pas pareilles. Pour certaines personnes, c'est après 1 ou 2 mois. Pour d'autres, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Mais bon, ça finit toujours par... Ouais, exactement. Tu vois, on a assisté il n'y a pas très longtemps à un phénomène qui s'est passé ici localement en Côte d'Ivoire, qu'on qualifierait de système de Ponzi. Le système de Ponzi, il se définit comme, ça je le dis pour les personnes qui nous suivent, un système qui est mis en place où il y a des adhérents qui viennent, qui mettent de l'argent pour souscrire soit à un produit ou à un service, contre une rémunération après un certain temps. Mais dans le système de Ponzi, ce qui va se passer, c'est que ce sont les nouveaux entrants qui financent ceux qui sont entrés bien avant. Oui. La question que je me pose, parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont fait avoir par ce système-là, plein de personnes se plaignaient, est-ce que dans la gestion des finances personnelles, dans la gestion de budget, pour quelqu'un qui a des connaissances dans ce domaine-là, est-ce que cela peut éviter ce genre de piège? Je pense que oui, avoir des connaissances en matière de gestion de finances peut éviter ce genre de piège, en fait. Il faut se dire aussi déjà que pour moi, c'est surtout le fait d'avoir une éducation financière qui va éviter cela. Parce que l'éducation financière, déjà, c'est quoi? L'éducation financière, c'est avoir suffisamment de compétences pour prendre les bonnes décisions liées à notre argent, liées aux différents produits financiers qu'on va choisir, donc les différents placements qui existent, et liées, par exemple, à soit de la stratégie financière, mais là, on va un peu trop loin. Donc, simplement, le choix des différents produits financiers, le choix des endroits où on va mettre notre argent. Les Ivoiriens sont pressés, de façon générale. Parce qu'il y a énormément de systèmes de Ponzi qui se mettent en place. Et puis, ça prend toujours. Ouais. Pendant que sur les réseaux sociaux, on voit des personnes qui se font arnaquer, il y a un autre groupe derrière qui est en train de rentrer dans un autre truc. Quand tu leur dis, ah non, mais faites attention, c'est toujours, ah non, mais vous êtes pas, vous êtes jaloux, vous connaissez pas et tout. Donc, ils ont toujours le bon filon pour avoir de l'argent. Donc, on ne peut pas forcément leur parler. J'ai même vu une fois une publication du Trésor public qui dénonçait un certain nombre de produits. Il y avait une publication et en dessous, on nous disait mais nous, on veut devenir riches rapidement. Oui. Et Marie, le fait qu'on dénonce, il y a des personnes qui trouvent le moyen de dire non. Je vais aller me perdre. Voilà. Donc, c'est pour dire en fait que pour moi, le vrai problème, au-delà même de l'éducation financière, c'est aussi le fait que les gens sont réellement pressés. Et donc, à ce niveau, il faut apprendre en fait que développer un patrimoine, ça prend du temps. Ouais. C'est vrai que pour moi, il faut aussi peut-être que, je ne sais pas, dans ton podcast, tu as des personnes qui sont peut-être riches en Côte d'Ivoire, qui peuvent venir faire des retours d'expérience pour dire d'où ils sont partis et où ils sont aujourd'hui. Et combien de temps ça a pris? Et combien de temps ça a pris? Parce que pour les jeunes, bon, on est tous jeunes, hein, mais pour certaines personnes qui sont assez influençables, elles se disent « Ah, il a commencé aujourd'hui, demain, il a réussi à multiplier. » Non. Il y a tout ce qu'il y a comme sacrifice, le nombre d'années. Souvent, quand tu regardes la personne, quand tu prends le temps de regarder son histoire, ils vont te dire « Ah, j'ai commencé en 2013. » Et puis, il n'y a que 2-3 ans qu'on a commencé à les connaître. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a 10 ans déjà d'histoire où tu ne les as pas connus. Et puis, leur histoire a fait boum. Il y a juste 2 ans. Toi, c'est à partir de là que tu as commencé à les connaître. Tu te dis « Ah, il a commencé 1 an avant, donc aujourd'hui, il a réussi. » Non. C'est une étape. C'est une succession d'étapes pour pouvoir se faire beaucoup d'argent. Donc, quand on choisit des placements financiers, pour moi, il faut déjà se dire qu'il n'y a aucun produit financier qui a des taux d'intérêt super élevés sans risque. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ouais. Plus le taux d'intérêt est élevé, et plus le niveau de risque est aussi élevé. Il y a une corrélation entre les deux. Ouais. Quand un placement financier a un petit rendement, c'est que c'est moins risqué. Oui. Donc, si vous partez sur un placement financier, on vous dit, tu dois mettre 500 000 et puis tu as 25 millions dans 4 heures, même portefeuille magique, là, franchement... Ça ne fait pas encore ça. Ça ne fait pas encore ça.
Mais eux, ils vont croire parce qu'ils se disent non, là, ça marche. Non. Et ils vont essayer de convaincre des personnes autour. Parce que peut-être les premières personnes, justement, ont réussi à avoir leur argent. Ça, c'est l'appât. Voilà. Et puis après, ceux qui viennent derrière, finalement, c'est sur vous là que, y a pas, que ça ne marche plus. Et ça pousse les gens à se dire, c'est moi, dès que je rentre dans un business, c'est là que tout foire. C'est ça. Alors que c'est le système qui est, comme ça. Donc, le conseil que je vais donner, c'est qu'avant de rentrer sur un produit financier de ce type-là, il faut se renseigner. C'est quoi le modèle économique? Parce que finalement, le modèle économique, c'est peut-être moi. Ouais. Sur quoi ils vont aller investir? Ok, ils disent agriculture. L'agriculture, on sait tous que c'est risqué. Même l'histoire d'aller faire des fermes, là, c'est jamais rentable à 100%. Et si ça rapportait autant, peut-être que nos parents paysans seraient très, très, très riches. Oui. Après, ça peut être la personne peut être dans un modèle économique qui va faire que il arrive à réduire, à minimiser un certain nombre de risques, mais ils ne vont jamais multiplier la rentabilité jusqu'à un certain niveau. Donc, il faut être aussi réaliste, se renseigner sur le modèle économique et se former. On n'investit pas dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. C'est clair. Ça, c'est le conseil surtout qu'il faut retenir. Tu veux aller investir dans un domaine, renseigne-toi. C'est quoi le modèle économique? Comment ça fonctionne? Comment on gagne de l'argent? C'est quoi? Quelles sont les charges de l'activité? Et puis réfléchir maintenant, est-ce que quand on me dit que je mets 500 000, c'est quoi le montant total du fonds? Quelles sont les charges? Est-ce que logiquement, en fonction de la rentabilité, en fonction du chiffre d'affaires, en fonction des ventes qu'ils vont faire, logiquement, je peux me retrouver réellement avec le montant qu'ils disent par mois? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Après, je comprends que tout le monde n'a pas un niveau d'éducation de façon générale pour avoir ce type de questions à se poser, mais il faut aussi... On est tous sur Facebook, il y a des pages qui vont faire beaucoup d'éducation financière. Il faut lire, en fait. Ouais. Et tu vois, ce que tu dis, ça me rappelle un peu un enseignement que j'ai reçu de quelqu'un que je qualifie comme mon oncle. C'est Robert Kiyosaki. OK. L'auteur du livre best-seller Père riche, Père pauvre. Il disait que pour réussir en investissement, on a besoin des 3 E. OK. Le premier E, c'est l'éducation. Le deuxième E, c'est l'expérience. Et le troisième, c'est l'excédent de trésorerie. Et qui parle d'excédent de trésorerie, ça prend souvent un peu de temps. Oui. Mais moi, j'ai vraiment apprécié le fait qu'il ait parlé d'abord d'éducation. Et comme tu le disais, si tu n'es pas éduqué, c'est difficile pour toi d'apprécier le risque à sa juste valeur. Donc, tu peux facilement te faire avoir. Et pour dire, moi, quand j'ai vu tous ces systèmes de Ponzi, parce que moi, j'ai beaucoup lu, que ce soit les écrits de Robert Kiyosaki et d'autres auteurs. Okay. Et ça m'a permis de savoir que si une entreprise vient faire un appel public à l'épargne, l'appel public à l'épargne, il est régulé par une autorité. Auparavant, cette autorité s'appelait CREPMF. Aujourd'hui, c'est l'AMF, en Côte d'Ivoire, l'autorité des marchés financiers, où cette entreprise doit être au moins enregistrée parce que l'État a pour vocation de protéger les investissements des membres qui constituent cet État-là. Et quand je prenais le nom de ces entreprises pour aller sur le site donc, de l'AMF, je ne voyais pas de nom. Ce sont des entreprises qui ne sont pas enregistrées. Et pendant que je disais à certaines personnes, attention, essayez de pousser un peu plus. Ah non, tenez, vous avez reçu un contrat dans lequel il n'y a pas de clause de résiliation, les taux d'intérêt sont trop élevés, tout et tout. Les gens me disaient, non, il y a des personnes qui ont déjà touché de l'argent. Mais quand tu demandes, est-ce que ce que la personne a déjà touché rembourse ce que la personne a déjà injecté, c'était toujours non, pas encore. Pour dire que, comme tu le disais, quand on est pressé d'avoir le gain, on finit par se faire avoir. Moi, je me rappelle, j'ai une connaissance qui me disait, qui m'a appelé un jour, ah tiens, on me propose d'envoyer 300 000 et puis chaque jour, je vais recevoir 50 000 francs. Je me dis, c'est autant facile. Est-ce que ces personnes auraient besoin de ton argent? Ces personnes iraient systématiquement peut-être vers une banque et ce serait la banque même qui serait beaucoup plus intéressée à adhérer à un tel produit plutôt qu'un individu lambda. Et donc, j'ai compris en fait que les gens ne veulent pas toujours aider. Et ça, quand tu le comprends, ça te permet de prendre un peu plus de pincettes avec ces affaires qui viennent. Robert Kiyosaki, tu le lis, tu l'as côtoyé? Côtoyer. Dans le livre. Lire, oui, j'ai lu quelques livres de Robert. Après, il y a certaines
parties qui sont bien, d'autres où je ne partage pas forcément son avis, mais bon, il est suffisamment connu, on va dire. Ouais. Moi, je veux dire aujourd'hui, en plus de Robert, il y a un auteur que j'ai transformé en père pour moi, c'est MJ DeMarco. Je connais pas. C'est l'auteur du livre L'autoroute du millionnaire. D'accord. J'aime particulièrement la lecture. Ok. Et je remercie déjà Robert parce que c'est lui qui m'a aidé à travers son livre Père riche, Père pauvre à aimer la lecture. Et au-delà, je remercie cet ami-là qui m'a orienté vers ce livre. Donc, je lui fais un coucou. Son nom, c'est Serge Eba. Tu vois, quand je préparais ce podcast, je me suis dit, il faut que je parle de Serge Eba. Parce que je pense que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est quelque part parce qu'à un moment, j'ai beaucoup aimé la lecture. Ok, super voilà. alors. Et ça a vraiment démarré avec Robert Kiyosaki. Mais aujourd'hui, c'est MJ DeMarco que je recommande. Okay. Voilà. Je vais chercher à lire ce livre alors. Je t'offrirai le livre. Ok, merci. Autre point que je souhaiterais qu'on aborde, pour toutes ces personnes qui aujourd'hui ont un peu de mal à gérer leurs finances et qui le mettent sur le compte du fait qu'elles n'arrivent pas à s'empêcher d'aller vers leurs envies. Lorsque je vois une chaussure qui me plaît, c'est difficile de me retenir. Je veux l'acheter. Comment, pour ces personnes qui ont ce problème lié, j'ai envie de dire, aux émotions, ou j'ai envie de dire un peu psychologique, comment est-ce que Colombe peut aider sur ça? Comment est-ce que Colombe peut aider? De différentes manières, on va dire. L'une des premières choses à faire, c'est déjà de considérer ces dépenses comme des dépenses impulsives. Il faut déjà accepter qu'on a parfois des dépenses impulsives. Les dépenses impulsives sont dans quel domaine? Est-ce que c'est dans la restauration? Est-ce que c'est au niveau du shopping? Restauration, est-ce que c'est, shopping. voilà, donc il faut déjà déterminer le domaine et puis fonctionner avec un budget. Fonctionner avec un budget qui va nous restreindre, qui va nous obliger à nous autodiscipliner. Parce que quand on va faire le budget, on va se dire restauration, j'ai 50 000 francs ou j'ai peut-être 30 000 francs budget restaurant. Ou shopping, j'ai peut-être que 40 000 francs. Une fois que je détermine le montant du poste de dépense, j'essaie par la suite de respecter cela. Si mon budget il est fini, il est fini. Rendez-vous le mois prochain. Je n'ai pas le droit d'excéder parce que si j'excède, je serai obligé de retirer ça dans mon épargne ou dans d'autres choses. Est-ce que pour réussir ça, la personne a besoin d'avoir un mentor qui est là à chaque fois, qui contrôle? Parce que je pense que le problème de la personne, c'est un problème de contrôle. Oui, certaines personnes arrivent à s'autodiscipliner. D'autres personnes, je rencontre des personnes lors des accompagnements financiers que nous faisons. Il faut savoir en fait que SmartFin, c'est à la fois la technologie, mais c'est aussi l'humain. Au niveau de l'humain, on a des conseillers financiers en interne qui font des accompagnements financiers personnalisés, c'est-à-dire qu'en fonction de la situation de la personne, en fonction de ses problématiques, on met en place des stratégies pour qu'elle puisse atteindre ses différents objectifs. Donc là, pour certaines personnes, le fait de rencontrer le conseiller régulièrement, ça les freine un peu dans leurs élans de dépenses. Ils vont se dire « Ah, mais je vais repartir voir la tante Annie encore, je vais lui dire que je n'ai pas respecté mon budget. » Ou je vais partir voir encore le conseiller de chez SmartFin, je vais lui dire que je n'ai pas respecté mon budget. Automatiquement, ils vont se dire « Ah non, je ne vais pas me taper cette honte-là. » Mais ça, pour certaines personnes, ça marche. Pour d'autres personnes, elles ont juste besoin de comprendre le mécanisme, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas nous rencontrer toute l'année parce qu'on a des accompagnements qui vont se faire tout le long de l'année et puis d'autres qui vont venir nous voir juste 1-2 fois, qui vont comprendre comment ça fonctionne, comment mettre en place des stratégies et puis qui vont gérer de leur côté. Ok. Bon, sur ça, j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'au début, j'étais très dépensier, impulsif. Je vois quelque chose, j'achète. Je crois dans les années pratiquement, on dira de 2009 jusqu'à 2014. Et c'est en 2014 que tout a changé. Je suis curieux de savoir pourquoi. En fait, mon père est tombé malade. Il avait une grave maladie pour laquelle, à un moment, j'avais souhaité de tout mon cœur être en mesure de financer seul les soins de mon père. C'est vrai que toute la famille était prête à faire quelque chose, mais j'avais envie de dire « Papa, je te paye tes soins, on t'envoie dans un pays à l'extérieur et puis on gère. » Mais quand je me suis assis et qu'ils ont donné les montants que chacun devait apporter pour les soins de mon père, je me suis rendu compte que
ça allait être même difficile pour moi d'apporter la petite portion qui était demandée. J'ai envie de dire, j'étais un cadre moyen. Ok. J'avais un salaire qui me permettait j'ai envie de dire, de bien vivre. Le truc, c'est que je dépensais tout. Donc, quand je pars regarder dans le compte en banque, je me rends compte que j'ai rien pour aider mon père. Donc, j'avais jamais mis dans mes équations que je pouvais avoir une situation mais très difficile qui allait requérir que je puisse avoir besoin de mon épargne. C'est à partir de ce moment. J'ai envie de dire que mes yeux se sont ouverts. Je me suis dit, à n'importe quel moment, je peux avoir quelqu'un autour de moi que j'aime, qui peut avoir un problème, et je ne vais pas pouvoir me retrouver dans une situation où je suis celui qui paraît cossu, mais qui ne peut pas mettre la main à la poche pour aider. Parce que certaines personnes pourraient le voir comme il n'aime pas, et donc c'est pour cela qu'il ne veut pas aider. Alors que non. C'est parce qu'il n'a pas. Il n'a que pour dépenser dans des choses qui sont futiles, mais pas vraiment pour prévoir et tout. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé. Moi, je pense qu'on a tous un déclic. Hein. Mm-hmm. On a tous un déclic. Et puis, la société aussi nous pousse à travailler pour juste vivre l'instant présent, pour montrer que c'est nous, nous sommes bien et tout. En temps, souvent, on est réellement en danger. Mm-hmm. On se joue les dangereux dehors, mais on est en danger financièrement. S'il y a un petit pépin là, on ne peut pas réagir. Et donc, espérons que beaucoup plus de personnes puissent comprendre en fait, que l'épargne, ce n'est pas uniquement l'investissement, mais aussi la sécurité qu'on peut avoir quand on a des urgences familiales et autres. Mm-hmm. Tu vois, pour la petite histoire, on m'a raconté une histoire d'un monsieur qui travaille dans une très grosse boîte. Mais pour moi, pour te dire, j'ai même une fois confirmé auprès de ce monsieur. Il m'a dit que c'était vrai. Très grande boîte. Mais lui, il vivait vraiment au jour le jour. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait tellement plus rien qu'il a dû demander 25 000 à un de ses amis en prêt. Ah oui. Il a cherché à emprunter 25 000. Et tu sais, il a souhaité rembourser les 25 000 sur combien de temps? Combien? 4 mois. Donc, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour dire qu'il était vraiment engagé dans des choses qui faisaient qu'il n'avait vraiment, comme je dis, il vivait vraiment au jour le jour. Et moi, ça me pousse à te poser la question, quelles sont les erreurs d'un point de vue financier à ne pas commettre, vu l'expérience que tu as, vu l'accompagnement que tu fais également à certaines personnes, quelles sont les erreurs, 2 ou 3 erreurs à ne pas commettre pour une très bonne gestion financière? Ok. Avant de parler des erreurs, ton histoire m'a fait penser aussi à l'histoire d'une maman que j'ai rencontrée une fois. J'ai fait une formation dans un groupe, je crois que c'était dans une école. Mm-hmm. Donc, c'était pas une école en tant que telle, mais c'était un truc de formation en fait. Une école de formation, mais pas une école classique. Mm-hmm. Et il y avait une jeune fille qui était accompagnée par sa mère. Et donc, la maman avait fait la formation. C'était une formation sur le budget et puis l'investissement. Okay. Mais c'était juste 1h30. Bon, je n'avais même pas eu le temps de bien développer. Mm-hmm. Et à la fin de la session, la maman qui se rapproche de moi qui me dit, mais ma fille, merci pour ce que tu viens de dire là. Tu sais, nos mamans, elles vont toujours dire ta petite soeur, même si elles ne te connaissent pas, ta petite soeur qu'elle a, elle a appris. Mais moi, personnellement, ça m'a touchée. Parce que je me dis, si on m'avait dit ça plus tôt, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait. Mm-hmm. Et tu vois ta petite soeur qu'elle a, aujourd'hui, je suis à la retraite. Mon mari aussi est à la retraite. Mm-hmm. Mais on a travaillé toute notre vie, on avait l'argent avant, on a aidé beaucoup de personnes. Mais moi-même, j'ai 2 enfants. Les 2 enfants, c'est maintenant ta petite sœur, là, elle a eu le bac. Donc, elle est monsieur Cocody. Mais c'est compliqué. Son petit frère, même, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Okay. Donc, on n'a même pas épargné, on n'a rien fait. Aujourd'hui, pour payer le loyer, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué les fins de mois et tout. Mm-hmm. Donc, ici, on est venu en bus en temps avant, on avait l'argent et tout. Donc, merci pour ce que tu fais. Comme je dis, c'est toujours les retours d'expérience qui me boostent. Les personnes qui vont revenir vers moi pour me dire, ah, ce que tu as dit, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça me touche. Mm-hmm. On rencontre énormément de personnes. Je rencontre souvent des personnes d'un certain âge qui me disent, mais si on m'avait dit ça plus tôt, j'aurais fait autrement. Mm-hmm. Ces personnes font généralement les mêmes erreurs. Où elles vont se dire, c'est l'Afrique, il faut aider tout le monde. Mais quand tu finis d'aider tout le monde et que tu ne penses pas à toi, et à ta famille. Et à ta famille, à tes enfants,
qui demain va aider tes propres enfants. Il faut penser aux autres. Il faut être généreux. Mais l'argent qu'on a, c'est aussi trouver le moyen de planifier l'avenir de nos propres enfants. C'est vrai que nos mamans disent souvent, quand je suis généreux, demain, même si je ne suis pas là, ceux que j'ai aidés, même s'ils ne réagissent pas, tu vas rencontrer des personnes sur ton chemin qui vont t'aider. Moi, aujourd'hui, je suis orpheline de père, de mère, je suis aidée vraiment par des personnes souvent qui n'ont rien à voir avec ma famille, mais qui soient des amis de mes parents et tout. Donc oui, il y a des retours dessus. Mais c'est toujours bien de soi-même poser des actes, épargner pour ses enfants. C'est-à-dire que dès que vous commencez à avoir des enfants, ne vous dites pas, non, mettre mon argent de côté, c'est pas bon pour l'enfant. Dès que l'enfant naît, vous pouvez commencer à mettre 500 francs de côté chaque mois pour, par exemple, ses études universitaires. Il y a des gens qui vont dire non, en 18 ans, ça va perdre la valeur, il y a l'inflation et autres. Mais franchement, il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Même si toi-même aujourd'hui, tu es là, un de tes parents te disent tu as 1 million sur un compte là-bas, il faut prendre. C'est vrai qu'ils ont mis ça peut-être en 95. Mais les 1 million aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études ou autre, même quand tu as fait des études, ça peut te permettre de lancer une activité. Forcément. Inflation ou pas. C'est ça. Donc, la somme en question, il y a des orphelins aujourd'hui qui recherchent à peine 100 000 francs pour passer soit le permis et autres. Donc, il faut juste déjà se mettre comme priorité dans son argent. Essayer d'avoir une discipline par rapport à son argent et enfin se donner des objectifs. Moi, le problème, ce sont les objectifs qu'on ne se fixe pas. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? À quoi va servir ton argent pour le futur? Détermine les objectifs, ça va aller. Donc, je vais rester sur ces 3 choses ou 3 erreurs à éviter, pour pouvoir avancer. Je répète, la première chose, se prioriser dans la gestion de son argent. La deuxième chose, avoir une discipline financière, fonctionner avec un budget va nous permettre réellement de réussir à mettre de l'argent de côté. Et la troisième chose, déterminer des objectifs pour pouvoir réussir sa vie. Merci. J'ai envie de prendre, là tu en as parlé, mais j'ai envie de prendre un cas tout aussi concret que ce que tu as dit. Prenons le cas d'une personne qui a épargné. Une épargne de sécurité, disons, de 500 000. Et on vient lui annoncer un problème qui requiert 800 000. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que la personne prend les 500 000 et donne, ou elle prend les 500 000 et part chercher encore 300 000 qu'elle rajoute pour régler le problème, sachant qu'elle est perçue par la personne qui vient demander de l'aide comme la seule personne pouvant l'aider. Et cette personne aussi, de façon intérieure, s'en voudrait de ne pas totalement aider la personne qui est en face. Cette question est hyper difficile. J'imagine. C'est très difficile. Moi, je dirais que ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. Ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend du problème que l'autre personne vient exposer. Je me dis souvent, en cas de vie ou de mort, c'est difficile de dire non. Si on a l'argent qui est disponible là, parce que si la personne meurt, on va se dire « Ah, mais j'aurais pu l'aider. » Donc, pour des cas de vie ou de mort, je dirais, on va essayer de faire le maximum pour aider la personne pour pouvoir aller de l'avant. Mais si la personne, par exemple, vient voir à la dernière minute pour dire « Ah, j'ai mon concours à aller passer, j'ai besoin de 800 000. » Bah, ton concours, c'est pas maintenant que tu as appris que tu avais ce concours-là et que tu avais besoin de 800 000. Tu l'as eu il y a plusieurs temps de cela. Souvent, les gens ont tendance à faire de leur urgence ton urgence. Ah, c'est urgent, j'ai besoin de 500 000 par exemple. Si on dit non ou on donne une partie, la personne va trouver d'autres personnes chez qui elle pourra prendre l'argent, en fait. Donc, tout dépend de la raison pour laquelle la personne a besoin de cet argent. Il faut aussi éduquer ses proches. Leur faire comprendre, en fait, que ton urgence n'est pas forcément mon urgence. Tu as besoin de quelque chose, tu anticipes, tu me dis, je vais planifier. C'est pas parce que tu viens me dire aujourd'hui là que c'est urgent pour toi que je dois le faire demain. Je dois le faire maintenant. C'est ça. Et je pense aussi que il y a un peu ce biais là. C'est que très souvent les personnes qui viennent demander, on demande tout ça, mais une personne qui vient demander, elle ne se met pas dans la peau de l'autre à qui elle demande. C'est-à-dire, elle se dit, celui à qui je demande a cet argent-là tout de suite là à côté. Et c'est pour cela qu'elle vient de demander, même, j'ai envie de dire, même la totalité du montant. Donc, comme tu dis, on ne prend pas très souvent
le temps de le faire suffisamment tôt. De deux, lorsqu'on vient vers une personne à qui on demande 800 000, on se dit, cette personne elle va retirer 800 000 de son épargne et après, bon, elle pourra vivre tranquille. On ne se dit pas, et si je demandais 100 000 à 8 personnes ou 50 000 à 20 personnes? Ça viendrait atténuer le niveau d'engagement de chacun. Et puis, c'est moi qui vais me faire un peu plus d'efforts en contactant 20 personnes. Tu vois? Donc, je trouve que souvent, même dans les demandes, ça manque un peu d'amour. Parce que c'est comme si on veut plomber totalement la personne en face. Et puis, il y a aussi le volet dont tu parles, c'est pourquoi on demande. Est-ce que c'est pour une œuvre de miséricorde corporelle? Ok, tu parles de la santé, de vie ou de mort. Ça, ce sont des cas qui sont, j'ai envie de dire, des cas extrêmes. Mais pour quelqu'un qui dit, j'ai un ordinateur Core i3, je veux passer au Core i7 pour pouvoir mieux développer et tout, bon, comme tu l'as dit, il faut que ça se planifie. Dans 2-3 mois, on peut regarder, non pas un truc immédiat. Ok, mais en fait, là, moi, ça me paraît un peu bizarre. Pourquoi quelqu'un qui veut de l'argent va aller se retrouver à demander à 20 personnes? Parce que si tu te retrouves... Parce que, en fait, les gens ont la tendance aussi à demander à ceux qu'ils pensent qu'ils vont décaisser rapidement. Mmh. Généralement, c'est difficile d'avoir 20 personnes de notre entourage qui vont décaisser rapidement. Mmh. Et ils vont jouer sur la corde sensible. Émotionnelle, ouais. Émotionnelle. Mmh. C'est pas tout le monde qui remarque, hein, c'est ceux qui ont tendance à dire oui facilement. C'est vers ceux-là qu'on part. Dans une famille, il y a toujours un, deux qu'on peut avoir facilement. On va se jouer les gentils. Ils vont toujours donner. C'est juste la petite parenthèse. Moi, je suis un peu du domaine technique, donc informatique, électrique, tout ça, électronique. On dit le courant choisit le chemin le plus court. Voilà. C'est là où il y a moins de résistance. Exactement. Donc, plus tu es généreux et plus les gens vont se dire « Ah, je vais partir vers celle-là systématiquement. » Mais pour contrecarrer ça, pour moi, pour éviter cela, il faut que chacun de nous ait un budget don. Point. Un budget? Don. OK. C'est-à-dire que toi, dans ton budget, tu regardes, si c'est 100 000 francs que tu veux donner, c'est 100 000 francs que quand les gens vont te solliciter, tu vas donner. Parce que plus tu es généreux, plus tu auras des sollicitations. Moi, je sais que, par exemple, même, tu vois, souvent, les gardiens des immeubles ou une fois que tu les vigiles et tout, tu leur donnes 1000 francs aujourd'hui, systématiquement, ça va devenir une habitude pour eux. Ouais. On fonctionne tous comme ça. Parce qu'on sait que la tante, elle est généreuse. Et puis quand c'est comme ça, boss, bonjour, quand tu arrives même en cours pour aller chercher ton sac. Ton petit est là. Hein. Ton petit est là, tu as un temps, c'est ton grand frère. C'est ta maman même qui est là. Mais... c'est chaud aujourd'hui. Hein. Voilà, donc tu vas toujours être en train de donner. Il faut apprendre à dire aussi non. Et puis à ceux qui ont l'habitude de demander pardonner, il faudrait aussi apprendre à mieux planifier dans l'argent des autres. Parce que là, on fait nos calculs dans l'argent des autres, mais on se dit systématiquement, c'est urgent, mais anticiper. Apprenez à anticiper, comme ça, vous pouvez te dire, tonton, dans 5 mois, j'aurai besoin de ça. Comme ça, la personne va se préparer pour mettre ses 10 000 de côté pour te satisfaire. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Est-ce que tu peux me parler d'un échec professionnel qui t'a déjà marqué, que tu as pu surmonter et dont tu es fier aujourd'hui? Échec professionnel, je vais dire, est-ce que c'est un échec? Pas forcément. Je dirais, par exemple, quand on a lancé Je Compare. Quand on a lancé Je Compare n'a pas eu le succès qu'on attendait. Je Compare, comme je disais au tout départ, c'est un comparateur que j'ai lancé avec mon époux. Un comparateur des banques. Après, on a mis différents services aussi à l'intérieur. Mais on s'est rendu compte, en fait, qu'on proposait un produit qui était trop sophistiqué pour des personnes qui n'avaient pas l'habitude même de se poser des questions liées au choix de leur produit d'épargne. Parce que des gens qui continuent de demander à leurs parents sur quel produit d'épargne vous êtes pour que je puisse aller mettre mon argent, ils ne savent pas, en fait, simplement qu'il faut choisir son produit d'épargne en fonction de sa situation personnelle. Ou il faut choisir sa banque parce que derrière, on va faire des investissements, il faut regarder. Il faut se poser beaucoup de questions. Donc, on est arrivé sur un marché où réellement... Qui n'était pas éduqué. Donc, on s'est servi de l'expérience qu'on a eue avec Je Compare. Pour moi, ce n'est pas forcément un échec. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup d'argent sur cette activité. On a perdu aussi des années. Mais on a capitalisé sur l'expérience qu'on a eue là-bas pour pouvoir être sur SmartFin aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, vous avez un peu plus d'expérience. Et je pense que de ce que tu dis, je note que
vous avez pu comprendre qu'il faut beaucoup être à l'écoute du marché, faire plein d'études. C'est vrai, un produit peut être très bon. Mais ce n'est pas le moment. Voilà, c'est ça. Il faut savoir si c'est le bon moment ou pas. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup plus de personnes qui vont nous poser des questions liées à Je compare, qui ont connu Je compare à l'époque. Mais c'est aujourd'hui. À l'époque, quand on arrivait, c'était hyper compliqué. Donc, c'était en partie un échec, mais je pense qu'il nous a été utile aujourd'hui, qu'il nous est utile. C'est vrai que moi, je me souviens une fois, j'ai vu une de tes publications où tu comparais un peu les produits d'assurance. J'aurais vraiment aimé. Parce que tu avais montré qu'il y avait des éléments qui sont là, qui sont écrits, auxquels on ne fait pas toujours attention, mais qui peuvent facilement rattraper par la suite. C'est exact. Voilà. Et souvent, on est là, comme tu dis, on demande à un proche, toi, tu es avec quelle maison d'assurance? Dès qu'il donne le nom, tu lui poses la question, est-ce qu'ils sont bien? Il te répond, oui, ils sont bien, sans autres arguments tangibles. Et puis, paf, tu rentres dedans. Ça, on peut en parler pendant de longues heures. C'est juste que sur chaque produit d'épargne, chaque placement, chaque investissement qu'on veut faire, ou même sur le choix de sa banque, il faut poser des questions en lien avec le produit pour savoir en fait si le produit est le plus adapté à notre situation. Chaque produit est destiné à une cible précise en fait. Toi, tu as un projet précis. Ton collègue n'a pas les mêmes projets, n'a pas la même réalité que toi. Je prends simplement un compte bancaire. Le compte bancaire, il y a des frais de tenue de compte. Il y a des personnes qui sont capables de payer 10 000 francs par mois, mais toi, tu n'es pas forcément capable de payer 10 000 francs parce que 10 000 francs, c'est dans ton budget un gros montant. Mais tu vas partir dans la même banque en te disant « Ah, mon collègue est là-bas, donc oui, je m'en vais aussi maintenant. » Il faut apprendre à comparer les services bancaires. De toute façon, c'est l'éducation financière, ça. On revient à ça. Il faut se poser des questions avant de choisir ses produits financiers. Il faut analyser aussi en fonction de sa situation. Voilà. Good. Une réalisation dont tu es fier. Une réalisation dont je suis fière aujourd'hui. On va dire ce qu'on est en train de faire sur ce smartphone. On n'a pas encore atteint les objectifs, mais aujourd'hui, j'apprends réellement à savourer chaque petite étape, chaque petite réussite qu'on fait. Aujourd'hui, smartphone, on a commencé à la base avec un fichier Excel. À l'époque, je crois que je vivais au Panama. Du Panama pour smartphone, on est revenu en France. De la France, je me suis retrouvée à Abidjan à temps partiel. Aujourd'hui, je suis à temps plein à Abidjan. Au départ, il y avait beaucoup de questions. On continue de se poser beaucoup de questions sur ce qu'on est en train de faire. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Mais on est fiers quand même du chemin parcouru parce que du fichier Excel dont on est parti, aujourd'hui, on a une application. Et puis, sur l'application, on a à peu près 19 000, 20 000 utilisateurs. Il y a beaucoup plus de personnes qui connaissent smartphone. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont sensibles à tout ce qui est éducation financière, sachant qu'au départ, je disais, quand je venais, on me disait, mais tu reviens en Côte d'Ivoire, pourquoi? Pour l'éducation financière. Ton histoire de gestion d'argent, il faut rester là-bas. Donc aujourd'hui, beaucoup plus de personnes s'intéressent maintenant à l'épargne. Il y a des personnes encore qui vont continuer à dire non, laissez votre histoire d'épargne là. Mais franchement, il y a de l'impact derrière. Il y a des personnes qui sont touchées. Il y a des personnes qui réalisent des projets grâce à ce qu'on fait. Donc, je me dis qu'on a réussi quelque chose. Après, comme je dis, je n'ai pas encore atteint le niveau que je recherche. Donc, on continue de travailler. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci. Comment est-ce que la communication et, je veux dire, la visibilité compte pour toi dans ta stratégie? Je me dis en fait qu'on peut avoir le meilleur produit. Si ce n'est pas connu, ça va... il va mourir. Il va mourir en fait. À la base, je suis quelqu'un de très timide. Bon, timide, un peu fofolle, on va dire. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se met en avant du tout. Parce que j'aime rester dans ma simplicité. En tant que les Ivoiriens, si tu veux évoluer, il faut te jouer, faut avoir une certaine image et tout. Notamment, je suis très simple. On est obligé de se faire connaître, de montrer le produit, de montrer qui est derrière smartphone. Donc, et on constate en fait que plus le produit est connu, et plus on touche beaucoup plus de personnes, et plus on arrive à vendre derrière. Mais on essaie aussi de faire les choses de façon saine. Toujours rester dans le couloir, comme on le dit à Abidjan, c'est dans le couloir dans lequel nous sommes, l'éducation financière. Tout va tourner autour de cela. Mais notre communication est hyper importante pour nous, pour réussir à faire connaître notre application ou même les services d'accompagnement qu'on propose en fait. J'ai un doyen qui me disait, savoir c'est bon, mais le faire savoir c'est encore mieux. Exactement.
Et je pense que c'est la méthode aujourd'hui que tu adoptes. En tout cas, pour te dire, depuis chez moi, j'arrive à te voir chaque jour sur les réseaux. Je pense que tu communiques très, très bien. Merci. Et je pense que ce qu'on a aussi tous compris, c'est que visibility is everything. Si tu n'es pas visible, tu peux avoir le meilleur produit, ça ne passera pas. Chaque jour, il faut au moins dire quelque chose aux gens. Parce que quand tu ne parles pas, d'autres personnes parlent. Exactement. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je pense à un autre point. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui cherche sa voie? Quel conseil? Je dirais, je demanderais déjà à la personne qu'est-ce qu'elle aime. Parce qu'on prend plaisir à faire une activité qu'on aime et ça nous pousse en fait justement à faire beaucoup plus à chaque fois. Mhm. Si on est dans un domaine qu'on n'aime pas du tout et qu'on le fait uniquement pour chercher l'argent, il y a un moment où on va manquer d'inspiration, on va pas être boosté en fait. Okay. Donc, il faut déjà se demander quels sont les domaines où on a des compétences, quels sont les domaines où on aime, quels sont les domaines dans lesquels on veut évoluer. Pardon, il y a des personnes qui disent « moi j'aime l'argent ». Mais on cherche l'argent comment? C'est-à-dire pour lui, c'est pas tant l'activité, il aime l'argent. Donc, quelle que soit l'activité, il peut se lancer là-dedans. Après, ça dépend aussi des valeurs de la personne. Parce que moi, j'aime l'argent, je peux aussi vendre la poudre et puis ça va se limiter à ça. Hein. Donc, je veux dire, à cela, on va rajouter aussi les valeurs que la personne peut avoir et puis quelles sont les limites qu'elle met en place, en fait. OK. Mais poursuivre uniquement l'argent dans sa vie, je pense qu'il y a un moment où ça devient fade, en fait. Oui. Parce que tu amasses énormément d'argent au détriment de tes valeurs et tout, à un moment... Bon, en tout cas, personnellement, je ne suis pas que l'argent. Okay. Il y a aussi un ensemble de choses qu'il faut pouvoir regarder pour pouvoir être heureux dans le quotidien de sa vie, des choix qu'on fait, en fait. OK. Mais parce que pour revenir sur le point aimer ce qu'on fait, qu'est-ce que tu aimes? En fait, ce que je me demande, est-ce que c'est possible de ne pas aimer une activité dans laquelle on est pendant un long temps? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut être quelque chose de... C'est parce que c'est contraignant que je suis là-dedans? Ou c'est quoi? Parce que, tu vois, quand je prenais par exemple le point de certaines personnes qui disent « j'aime l'argent », ça peut être de l'argent éthique, hein. J'aime l'argent, donc toute activité qui me donnerait l'argent, je rentre là-dedans. Cependant, ces personnes veulent trouver leur voie parce qu'elles entendent autour d'elles certaines personnes qui disent « voilà, moi, j'ai trouvé ma voie, je suis passionné ». Ces personnes, elles estiment qu'elles n'ont pas de passion, alors qu'on leur fait comprendre que c'est la passion qui va te permettre d'atteindre ton plein potentiel. Donc, la question, elle est là. Pour ces personnes-là, quel est le travail qui doit être fait, j'ai envie de dire en amont, pour finir par trouver leur voie? C'est vrai, tu as parlé de la question « qu'est-ce que tu aimes ?» La personne, elle ne nous voit pas. Elle sait juste que dès qu'il y a de l'argent à aller chercher quelque part, ça les booste. Et que c'est de l'argent éthique, ça les booste. Mais elles ont ce manque-là qui les pousse à se dire « mais si je trouvais quelque chose que j'aime, peut-être que j'allais faire x2 ou x3 de ce que je fais maintenant. » Est-ce que tu as déjà eu ce genre de cas de personnes qui t'ont posé ce genre de problématique, qui sont constamment en train de chercher leur voie? Oui, j'ai rencontré 2-3 personnes dans ce genre de situation, mais je me dis, elles trouvent leur voie par la suite, en fait. Et franchement, je n'aurai pas de réponse à cela parce que personnellement, je suis dans un domaine que j'affectionne. Donc, je n'ai pas particulièrement de difficultés à ce niveau. Mais je me dis, on ne trouve pas tous notre voie dès le départ, en fait. On fait des erreurs. Souvent, ce sont les erreurs aussi qui nous permettent de savoir que ça, on n'aime pas. C'est surtout ça. C'est plus on se met dans des domaines où on sait qu'on n'arrive pas, on arrive à écarter certaines possibilités pour retrouver finalement sa voie. Il faut se mettre en mouvement. Voilà. Il faut bouger. Il faut bouger. Et tu vois, ce que tu me dis, c'est très intéressant parce que ça me rappelle T.D. Jakes, qui est un motivateur américain. Il expliquait qu'une fois, son enfant lui a dit « Papa, et si ce que je me retrouve en train de faire aujourd'hui n'était pas ce à quoi je t'ai appelé ?» Mais ça arrive. Et puis, son père lui a dit « Même si ce n'est pas ce à quoi tu es appelé, c'est cette chose qui te guidera vers ce à quoi tu es appelé. » Il faut dire que, comme tu le dis, il faut vraiment prendre plaisir à faire tout ce qu'on fait en se disant « Même si je pense que ce n'est pas ma voie, mais peut-être que c'est certainement ça qui a me conduit vers ma voie. » C'est ça.
Je pense qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Pour la petite histoire, je pense qu'une fois, je parlais avec un ami du nom de Roland qui m'a expliqué clairement que c'était son processus, un pas après l'autre, jusqu'à trouver le chemin. Mais si on reste là, les bras croisés, à ne rien Il faire... faut rester inactif, ce qui n'est pas bon, en fait. Exactement. Il faut se mettre en action, il faut tester différentes choses, il faut essayer. La vie est une continuité, c'est une suite d'erreurs qu'on arrive à faire ou pas. On ne peut s'en prendre qu'aux personnes qui sont là, qui restent assis et qui critiquent, mais qui ne font jamais rien. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec, en fait. Et c'est ce que j'essaie de me dire à chaque fois. J'essaie de me dire, il faut essayer. Si je sais que je réussis, Dieu merci. Si je ne réussis pas, forcément, je vais sortir de là avec une éducation, avec des compétences pour pouvoir faire d'autres choses derrière. Mais il faut essayer, en fait. Exactement. Là, on tend pratiquement vers la fin. Une question pour toi. OK. Selon toi, comment rendre l'éducation financière un peu plus accessible? Parce que de ce que tu as dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que les gens ne sont pas bien éduqués financièrement. Donc, comment rendre cette éducation financière un peu plus accessible? Je pense qu'avec beaucoup plus de contenu, on va dire, adapté à la population. Par exemple, là, Smartfin arrive avec tout ce qui est Tanti Annie, Maud Annie, on vient avec un langage assez accessible. C'est vrai que souvent, je vais m'oublier et puis je vais utiliser des mots un peu trop techniques, mais normalement, on sait parler le langage de tout le monde. Okay. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises. Aujourd'hui, les banques commencent à parler aussi d'éducation financière, de budget. Donc, je pense que plus sur notre territoire ivoirien, beaucoup plus d'entreprises viendront parler de la même thématique et plus, bien sûr, Smartfin sera visible. On réussira justement à vulgariser beaucoup plus l'éducation financière. On réussira à faire comprendre aux gens que votre argent d'aujourd'hui, votre économie d'aujourd'hui, c'est vraiment là que se trouve en fait votre chill de demain. Votre chill de demain. Okay. C'est ce qu'il faut réussir à garder en tête en fait, parce qu'on ne sait pas en fait que avoir une bonne gestion de notre argent aujourd'hui peut nous aider dans notre futur. On est des consommateurs, comme je dis, on est dans le quotidien, on améliore uniquement notre confort, mais on ne pense pas à demain. Donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises qui montrent à la population pourquoi gérer son argent aujourd'hui peut nous être utile dans le futur. Donc, apprenons en fait à penser à demain aussi, en sécurisant, en chillant aujourd'hui aussi, on va dire. Il y a quelqu'un qui disait, il ne faut pas voler ton prochain toi. C'est ça. Quelle est aujourd'hui l'actualité des produits et services de Smartfin? En termes d'actualité, là, on a eu énormément de retours d'expérience de nos utilisateurs au niveau de l'application. Okay. On essaie de faire en ce début d'année le maximum pour leur permettre d'avoir des retours suite à leurs différentes demandes. On essaie aussi de discuter avec certaines institutions financières pour créer de nouveaux produits. L'application est téléchargeable sur Android et App Store, oui. Okay. C'est quoi le nom? Le nom de l'application, c'est Smartfin App. Smartfin App. Smartfin App, oui. Okay. Disponible sur Android et Apple. L'objectif en fait de l'application, c'est vraiment on est tous dans le même esprit. Okay. Une caisse, un projet. Parce que sur l'application, on a un partenariat avec Wave et ils ont la possibilité de pouvoir mettre de l'argent de côté pour leurs différents projets. Il ne s'agit pas de mettre de l'argent pour tout et n'importe quoi en fait. Par exemple, pour des projets qui ne sont pas forcément précis. Il faudrait garder en tête qu'on met de l'argent de côté pour ces projets. Donc, à ce niveau-là, le partenariat aujourd'hui, c'est avec Wave. Pour les caisses, on a déjà un partenariat avec SAR Assurance pour les produits d'assurance vie. Okay. On essaie de mettre en place d'autres partenariats pour pouvoir créer d'autres projets. Tout à l'heure, tu avais eu à parler du fait qu'il fallait avoir des agréments et tout. Et donc, effectivement, Smartfin n'a pas directement des agréments sur l'entreprise, mais c'est pour cela que nous travaillons avec des partenaires financiers où Smartfin ne touche pas l'argent dans tous les processus, mais ce sont nos partenaires qui réceptionnent les différents fonds, qui proposent... on co-crée en fait les différents produits. Donc, on va mettre beaucoup plus d'accent sur cette année pour pouvoir proposer beaucoup plus de produits financiers via l'application pour permettre justement aux personnes qui veulent économiser sans forcément aller faire le rang en banque et tout, de chez eux, de leur salon, dans le Baka ou autre, ils puissent mettre de l'argent directement dans leur caisse ou dans leur produit d'épargne via l'application. Les produits d'épargne, ils sont rémunérés? Pour le moment, avec Wave, non. Okay. Le produit qu'on a avec SAR Assurance est rémunéré à 3,5%.
Okay. Et justement, on essaie de faire en sorte que sur cette année, on ait d'autres produits qui soient aussi rémunérés dans l'application. Et c'est, on va dire, what next en termes de produits? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux divulguer là maintenant? Parce que tu as dit, là, vous prenez déjà le retour pour améliorer. Pour améliorer. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Ce sera surtout des produits financiers qui vont permettre de pouvoir avoir des intérêts, en fait. Okay. Et tout va tourner autour de cela. On a aussi des demandes liées, par exemple, à tout ce qui est... Je pense que peut-être quand la vidéo va sortir, on aura déjà peut-être lancé ce produit-là. C'était permettre à différentes personnes de pouvoir économiser dans la même caisse. C'est sur ça qu'on est. J'espère que ce soit... qu'on ait fini avant le lancement de la vidéo. OK, good. Une question très relax. Okay. On va dire beaucoup plus relax que tout à l'heure. Je te sais très sportive. OK, oui. On te voit très souvent jouer au basket. Mm-hmm. Pour la petite histoire, j'ai aussi joué au basket dans le temps, comme un bon petit garçon. Le joueur que j'aimais, on va dire, le plus, c'était Allen Iverson. Ah, pareil pour moi aussi. J'aimais bien Allen Iverson. Good. Et là, je vais te poser la question de savoir si tu avais un choix à faire entre LeBron James et Steph Curry. Ah ouais. Tu donnes la réponse et tu argumentes. OK. Parce que là, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Non, moi, je partirais sur Steph Curry. OK. Parce que LeBron, c'est un joueur de l'intérieur. OK. Steph, c'est à la fois un meneur, un bon shooter aussi. OK. Et je joue au poste de meneuse. OK. Donc, par rapport à mon poste sur le terrain, je partirais avec... Steph, il est parfois meneur ou souvent à l'aile, on va dire. Donc, je joue aussi sur les deux postes. Mais à partir du moment où c'est un bon... il dribble bien et tout, on va dire, c'est mon kiff, on va dire. Voilà. Okay. Tu sais, j'ai beaucoup apprécié lors des, je crois, si je ne me trompe pas, les Jeux Olympiques, où il y avait l'équipe des États-Unis, où Steph Curry, mais vraiment, il a mis le truc, où il était en feu. Et ce que j'ai apprécié, c'est, tu vois, quand il finissait de marquer, tu vois, il a un geste comme ça qu'il fait. J'ai bien apprécié le fait de voir LeBron James faire également ça, tu vois. Parce que tu sens qu'il y a certes peut-être une petite rivalité, mais c'était pour lui une manière de dire à l'autre, vraiment, j'apprécie ton jeu. Et puis, je pense qu'il a eu à dire il a eu à faire, je pense, un tweet. Il dit c'est toujours bon d'avoir Steph Curry chez soi. Chez soi. Ouais. C'est toujours mieux aussi. Ouais. Parce que dans l'autre équipe, c'est pas la même chose. Ouais. Exactement. Non. Très, très, très bon joueur, on va dire. Très talentueux. Toujours, on ne se demande pas combien d'heures de shoot il a eu à faire pour réussir à avoir cette adresse. On ne se demande pas combien d'heures d'entraînement il a réussi à faire, mais on va dire c'était un très bon joueur. J'ai même envie de dire que je pense qu'il a hérité parce qu'une fois, j'ai vu une vidéo où il a pris le ballon et il a lancé sur son père. Oui, son père aussi était joueur, mais est-ce qu'on hérite totalement des compétences de nos parents? Ça se travaille aussi. Oui. En fait, bon, quand je dis hériter, tu as certainement vu ton père faire. Donc forcément, tu le fais avec lui. Oui. Et son père, de très loin, a marqué. Oui, bon, donc... faut dire que c'est... Comment on dit? Ça se transmet aussi de père en fils. Oui. Ouais. C'est quand la prochaine séance de sport? Parce que je veux que tu m'invites. Dis-moi quand tu veux. Normalement, je joue avec un groupe, on s'appelle les retraités. Je suis la seule dame de l'équipe. On joue à Angers. Et puis, souvent, les dimanches, c'est plus de la marche ou du footing que je fais. Mais ce sont les samedis matins qu'on joue. J'essaie quand j'ai pas de session de formation ou autre. Ray Gessen, il est avec vous? Oui. Okay. C'est la même équipe. Good. Donc, je fais partie de l'équipe. Okay. Je viendrai en tant que Allen Iverson. Ok, ça marche. On t'attend alors. Ton mot de fin? Mon mot de fin, lié surtout, on va dire, toujours dans mon domaine, c'est surtout qu'il faut commencer réellement à s'intéresser à tout ce qui est gestion de patrimoine. Il faut se dire en fait que ce n'est pas pour les riches. On a aussi la possibilité avec nos maigres moyens de réussir à réaliser un certain nombre de choses si on a une bonne gestion de nos finances. Donc dites-vous, vos économies d'aujourd'hui, c'est le terrain que vous aurez demain, c'est le chill de demain ou c'est le rêve que vous souhaitez avoir, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Colombe. Avec plaisir. C'était un réel plaisir pour moi de passer un peu plus d'1 heure avec toi. Merci pour ta disponibilité. J'ai énormément appris et j'imagine également que les personnes qui vont nous suivre apprendront également. Je suis, j'ai envie de dire, très pressé de te revoir, de te retrouver et peut-être dans un autre cadre sur un terrain de basket. Avec plaisir. Merci Colombe. Merci à toi aussi pour l'invitation. Merci. Donc, je vais passer un dernier message à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes sur toutes les plateformes de podcast et également
sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez certainement voir s'afficher tout à l'heure les différents noms de nos plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. Ce sera avec plaisir qu'on passera de bons moments à chaque fois. Je vous remercie.